tête cette question. Et si vous renonciez à votre 5e semaine de congé payé pour gagner plus? C'est la dernière proposition faite par le gouvernement. La mesure pourrait rapporter davantage de recettes fiscales au pays et en même temps améliorer le pouvoir d'achat des Français. Bonjour François Omril. Oui, bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le président de la CFE-CGC, Confédération Française de l'Encadrement, Confédération Générale des Cadres. Que pensez-vous déjà, pour commencer, de cette proposition faite par la ministre du Travail ? En fait, c'est une très mauvaise idée. Alors, c'est pas nouveau, assez régulièrement, depuis quelques années, on en parle. C'est une très mauvaise idée pour tout un tas de raisons. Je vais en citer deux principalement. La première, elle est que les congés, ils sont faits pour être pris. Aujourd'hui, on a quand même une explosion de ce qu'on appelle les risques psychosociaux qui sont liés en très grande partie à la pression du travail. Je vais parler plus particulièrement pour les catégories d'encadrement qui sont sur des travaux intellectuels où la charge mentale est très importante, où parfois on part le vendredi chez soi avec le problème dans la tête et on revient le lundi, on l'a toujours eu un peu pendant ces 2 jours. Donc la période de congé, c'est vraiment une période importante. C'est pratiquement une question de santé publique finalement. Et donc dire aux gens, vous allez nous en donner une de plus, c'est ouvrir une porte un peu dangereuse. Des gens qui ont la pression, on arrive aux vacances, ils disent finalement je travaille une semaine de plus pour pouvoir régler tout un nombre de dossiers qu'ils ont déjà un peu en trop dans le portefeuille. Ça, c'est un point de vue. Oui. Maintenant, le deuxième point de vue, il est économique. De quoi on parle? On parle de gens à qui on va dire ton salaire n'augmente plus. Si tu veux gagner un peu plus, il faut que tu monétises des congés. Alors c'est un droit, c'est présenté comme un droit nouveau accordé aux salariés en l'occurrence du côté du gouvernement. Mais non, mais c'est pas un droit nouveau. On sait tous comment ça se passe dans les entreprises. Voilà, parce que c'est hiérarchique, il y a un lien de subordination dans l'entreprise. Et qu'est-ce qui va se passer? Pas partout, bien sûr, mais voilà, il va se passer ça. Des entretiens individuels, parfois pas tellement formalisés, entre un supérieur hiérarchique et la personne avec qui il travaille. Il dira tiens, tel dossier on l'a pas terminé, écoute, ça serait quand même bien cette année si tu pouvais laisser une journée de congé, etc. C'est ça le problème aussi. Si vraiment la relation était totalement libérée de toute contrainte de dossier, de toute contrainte de relations hiérarchiques, à la limite, pourquoi pas? On pourrait considérer que c'est une liberté supplémentaire, même si, comme je viens de vous dire au point numéro 1, c'est une, entre guillemets, pseudo-liberté. Il y a des questions de santé publique derrière et qui sont importantes. Mais là, personne ne va croire que c'est l'exercice d'une liberté totale des gens. Après, faut dire quand même que ça existe déjà avec les RTT. C'est déjà le cas? Alors, ça existe déjà avec les RTT. D'ailleurs, au passage, c'est très exactement ce qui se passe dans beaucoup d'endroits. Alors, pas la totalité, il faut le dire, c'est très variable. Mais dans beaucoup d'endroits, y compris d'ailleurs dans des endroits où aujourd'hui il y a une très forte pression sur l'activité et un personnel insuffisant, c'est à l'hôpital. À l'hôpital, c'est un très bon exemple. Pratiquement personne ne peut prendre ses jours de RTT. Ils sont tous cumulés et on arrive en fin de carrière avec des quantités impressionnant de RTT à prendre. Et moi, je dis que c'est pas normal, ça. C'est une certaine façon, finalement, de faire financer le plan social individuel à chaque salarié. On lui dit, tu prends pas tes RTT, bientôt tu prends pas tes congés, mais comme ça, tu pourras partir un peu plus tôt. Vous observez la mécanique. On décale l'âge de départ. Et après, on dit aux gens, oui, effectivement, 64 ans, 65 ans, c'est peut-être un peu loin, mais rassure-toi, si tu prends pas tes RTT, si tu prends pas tes congés, finalement, tu pourras repartir un peu plus tôt. Je lisais alors notamment sur je lisais un certain nombre de calculs dans la presse, un salarié qui gagne 2000 € qui pourrait se faire 460 € en plus avec cette 5e semaine de congé s'il travaille. C'est pas rien quand même. Ça peut séduire certains. Ça dépend. Ça dépend qui est ce salarié. Moi, je vais vous dire, on a aujourd'hui, et je ne vais pas parler que des salariés, on peut aussi parler des fonctionnaires, parce que comme je vous l'ai fait remarquer, il faut avoir une vision globale. Si ce salarié, c'est un technicien dans une entreprise de la chimie qui a eu son salaire bloqué pour tout un tas de raisons, qui a perdu en gros à peu près 15 à 20% de pouvoir d'achat depuis 20 ans, parce que les augmentations générales ne suivent pas l'inflation. Si cette personne-là est un professeur des écoles en banlieue parisienne,
devienne quasiment bientôt demain un travailleur pauvre. Effectivement, pour cette personne-là, se faire 400 € de plus, c'est super. Mais c'est pas normal, en fait. Cette même personne-là, elle devrait pas être dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui, d'avoir perdu tant de pouvoir d'achat. Et là encore, le mécanisme qu'on propose aux gens, il est grossier. Il vient leur dire, ah ben voilà, vous avez perdu du pouvoir d'achat, aujourd'hui vous travaillez, vous avez un travail qualifié, mais finalement vous gagnez pas le niveau de salaire que vous devriez gagner. Mais nous, on a une idée géniale. Vous n'allez pas prendre vos congés, et ça va vous permettre de retrouver à peu près un niveau de rémunération correspondant à votre qualification. C'est insupportable, en fait. J'entends votre colère, François Omril. Je rappelle, vous êtes le président de la CFE-CGC, donc sur Sud Radio avec nous ce matin. La ministre du Travail qui annonce que, en tout cas, ça fera partie, cette proposition, d'une négociation à venir avec les partenaires sociaux. Est-ce que, eh bien, vous allez accepter d'en discuter et éventuellement de négocier là-dessus ? Vous savez, nous, à la CFE-CGC, on n'est pas trop du genre à faire la chaise vide. Oui. Donc nous, on est toujours prêts à négocier. D'ailleurs, en fait, on en a fait beaucoup des négos ces derniers temps. Oui. Mais c'est des négos avec le patronat qui débouchent sur rien. Oui. Donc, effectivement, on perd un peu notre temps, en fait. Là, en l'occurrence, une négociation avec le gouvernement, je sais pas trop quels en est les contours, comment ça fonctionne. Une négociation avec le patronat sur cette question-là, dans un cadre défini par le gouvernement, c'est toujours un peu une prise de risque importante parce que depuis 15 ans, le gouvernement nous a habitués à mettre le ballon devant nos buts. Quand on doit jouer un match, normalement, on met le ballon au centre. Bon, depuis un certain temps, plusieurs années, nous, on commence à jouer, on a le ballon devant nos buts. Et ça s'accélère, c'est de pire en pire. Ça n'a pas changé. Ça s'est beaucoup accéléré depuis 8 ans. Vraiment beaucoup accéléré. C'est vraiment la tendance du moment. Donc, jouer en infériorité numérique. En gros, très clairement, très clairement. Très clairement, ils déséquilibrent complètement le rapport de force entre les partenaires sociaux pour que, quelle que soit la situation et quel que soit le sujet, ce soit les OS qui perdent. Maintenant, on en a l'habitude et on essaye de s'y adapter, mais c'est pas facile. Donc, sur un sujet comme ça, moi, je vais vous dire, c'est une question de priorité. Aujourd'hui, ça a été annoncé par Agnès Pannier-Bouvet et Astrid, pardon. Et Astrid, on a, comment vous dire? Lapsus. On a, comment vous dire, un accord sur le sujet du travail. Et il faut, nous on pense, je lui ai redit il y a pas longtemps, on a une problématique d'entrée dans le travail, c'est spécificité française. Oui. Les jeunes, ils rentrent plus tard que la moyenne européenne dans le travail, et ils en sortent plus vite. Une fois qu'ils sont devenus un peu vieux. Donc, c'est vraiment cette question-là qu'il faut regarder. Pourquoi est-ce que les entreprises ne veulent pas embaucher les jeunes? Et pourquoi est-ce qu'elles ont cette pression, cette urgence de les virer à partir de 58 ans? Donc ça, c'est quand même une problématique des chefs d'entreprise. Ça, c'est l'enjeu. Il faut qu'on en parle. Pouvoir en parler, ça, effectivement, au niveau des partenaires sociaux et avec le gouvernement. François Omril. Après, oui. D'un mot, allez-y, oui. Après, pour tout vous dire, cette histoire de 5e congé, il n'y a pas d'urgence là-dessus, quoi. Il faut pas qu'on occupe le terrain avec ça. Il faut qu'on parle des problématiques. Pourquoi est-ce que les gens, aujourd'hui, ne sont pas heureux au travail? Voilà. Parlons-en. Ça, c'est un sujet. François Omril, dernière question. Je ne sais pas si vous avez entendu la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, hier soir sur LCI, qui dit, à propos des 35 heures, qu'elle souhaiterait se débarrasser de ce boulet. Et c'est ce qu'elle dit à titre personnel. Ça vous fait réagir, ça, François Omril? Non, j'en ai marre de réagir à ce genre de bêtises, pour tout vous dire. J'en ai vraiment ras-le-bol. Vous savez, quand arrivent les 35 heures, il y a 25 ans, un peu plus. Bon, nous, on n'est ni pour ni contre. Il a fallu beaucoup négocier. Aujourd'hui, c'est quand même bien rentré dans la société. Et pour vous dire, des gens qui travaillent vraiment que 35 heures, il y en a de moins en moins. Moi, cette dialectique pourrie qui met tout sur le dos des 35 heures, ça sert à rien. Ça n'élève pas le niveau du débat. Les horaires de travail sont extrêmement flexibles en France. Tout a été fait d'ailleurs au passage pour les flexibiliser. Et je termine en disant que les 35 heures, on les a payées en totalité, puisque dans toutes les entreprises, les augmentations générales ont été bloquées pendant 3 ans. Et à l'époque, moi j'étais déjà militant syndical, je l'avais dénoncé. Donc faut arrêter avec ça amuse la galerie. Et ça n'élève pas le niveau du débat. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui sont importants et prioritaires. Vous appellerez à la mobilisation ou pas à la rentrée? Écoutez, on verra bien. On a une intersyndicale tout à l'heure, là, à 13h45. On va parler de tout un tas de sujets, et notamment on va examiner l'opportunité d'une réaction collective à ces annonces qui sont
Pour tout dire, absolument scandaleuse. Donc ça veut dire que votre décision, mobilisation ou pas, sera arrêtée juste après cette réunion, ou alors c'est juste un début de discussion? C'est juste un début. C'est juste un début de discussion. Okay. On travaille en visio, nous, donc à tout endroit, à tout moment, on peut se concerter. On est moderne. C'est l'avantage, ouais. Effectivement. C'est très bien. Bon, en tout cas, c'est le mérite d'être catch. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. François Omril, je le rappelle, président de la CFE-CGC. Très belle journée à vous. Sud Radio, 9h17. Restez avec nous dans un instant. On parle de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Viel. C'est dans le Pas-de-Calais. Les premiers détenus ont été informés de leur transfert. Elle va ouvrir cette prison à la fin du mois. Nous serons avec une avocate. Certains de ses clients pourraient finir dans cette prison. Je l'accueille juste après ça. Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 9h21. Petite surprise, effectivement. Bah oui, non, mais c'est bien, la publicité est plus courte que prévu. C'est ça que ça veut dire. Bon, en tout cas, tout de suite, vous l'avez entendu, on retrouve Maxime Trouleau. De quoi allons-nous parler? De la prison de haute sécurité de Vendin-le-Viel, dans le Pas-de-Calais. Elle ouvrira ses portes à la fin du mois, le 31 juillet. Les premiers détenus ont été informés de leur transfert avant d'accueillir donc Maître Menia Arab Tigrine, qui est avocate dans plusieurs dossiers de stupéfiants. Maxime Trouleau, rappelez-nous quelles seront les conditions de détention dans cette prison de haute sécurité. Eh bien, ces conditions seront inspirées du modèle antimafia italien. Ces prisons ultra sécurisées, objectif empêcher en fait toute fuite vers l'extérieur, que ce soit via les téléphones portables ou via même de possibles corruptions de certains agents pénitentiaires. Pour cela donc, les agents en question seront ultra protégés. Ils seront anonymes s'ils le souhaitent. Ils seront 2 ou 3 par détenu. Aussi, à noter que plusieurs travaux ont été effectués dans cette prison pour l'adapter à ces détenus dits sensibles, avec l'instauration de parloirs à hygiaphone pour éviter tout contact physique. Les détenus seront totalement isolés. C'est 1 détenu par cellule, pas plus. Pas plus de 2 appels non plus téléphoniques de 2 heures par semaine. Le tout écouté par les forces de l'ordre. Les promenades, c'est 5 maximum contre 10 et limité dans le temps. Et puis, il y a la question des entretiens entre les juges et le détenu en visioconférence ou pas. L'objectif, c'est de limiter les transfèrements et donc les risques d'évasion. 5 salles dédiées ont été créées. Gérald Darmanin voulait une visioconférence systématique, obligatoire, sauf que le Conseil constitutionnel a retoqué la partie obligatoire, parlant d'atteinte excessive aux droits de la défense. En clair, la loi garantit que le détenu doit pouvoir voir physiquement au moins une fois le juge qui a donc son mot à dire. Et donc c'est très clair. Vendin-le-Viel qui sera totalement prête, qui va ouvrir le 31 juillet prochain officiellement, mais on a déjà 8 détenus qui se sont incarcérés, c'est ça? Exactement, notamment le terroriste Salah Abdeslam, condamné à la perpétuité après les attentats du 13 novembre. Et puis il y a le criminel Redouane Faïd qui lui a déjà réussi à s'évader à 2 reprises de sa prison à l'explosif la première fois, grâce à un hélicoptère une seconde fois. 100 détenus donc seront attendus dans cette prison d'ici le 31 juillet, dont Mohamed Amra, arrêté en Roumanie après s'être évadé au péage d'Incarville, on s'en souvient, c'était en mai 2024. Et qui avait fait donc 2 morts, cette évasion. Maître Menia Arab Tigrine, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Certains de vos clients pourraient être transférés dans cette prison de haute sécurité. Est-ce que vous savez déjà si ce sera effectivement le cas? Est-ce que vous avez reçu à ce niveau-là des informations de la part du ministère? Alors, on a très bien compris au moment du placement à l'isolement de certains détenus qui n'avaient aucune raison de l'être, que c'était une forme de présélection pour cette prison dite de haute sécurité. Je précise tout de suite que on ne sait absolument pas en réalité quelles seront les conditions de détention de ces hommes dans un lieu qui a été transformé, vous venez de le dire, pour vivre quelque chose. On a l'impression qu'on a eu quand même des informations à ce niveau-là, non ? Le problème, c'est qu'on ne l'a pas encore vécu. Donc la manière dont ça va se réaliser en pratique, d'abord, ce que vous annoncez, ça n'est pas prévu par des textes. C'est ce qui se dit par le garde des Sceaux, au détour d'articles de presse ou de conférences qu'il veut bien nous faire. Mais ce qui est important, ça reste toujours la loi. Et ce que prévoit la loi pour l'instant et la jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des décisions de justice qui traitent des conditions de détention en France, c'est en lien avec la dignité humaine, c'est en lien bien sûr avec l'accès au juge, vous venez d'en parler. Comment peut-on imaginer que des hommes n'aient plus accès à leur justice, sauf derrière un écran? C'est fondamental d'être détenu et de comprendre pourquoi est-ce que l'on est. Qu'est-ce que ça changerait concrètement, le fait que ça soit comme ça à distance? Bien, c'est ce que j'étais en train de vous dire. L'importance
de ces détentions, attention, ce sont pour la plupart des détentions provisoires, donc des gens qui sont présumés innocents, qui n'ont pas encore été jugés. Ils sont détenus provisoirement avec des échéances judiciaires importantes, comme les interrogatoires devant le juge d'instruction, oui. La chambre de l'instruction où il est question justement de leur liberté ou de leur détention, qui n'est pas quelque chose d'acquis de rester détenu et de le rester 2 ans ou 4 ans. Et il y a dans ces moments judiciaires, eh bien des échanges humains qui se font entre ceux qui rendent la justice, ceux qui mènent les investigations, les juges d'instruction, et puis les gens qui sont détenus. Et on ne peut pas, c'est une forme encore une fois de déshumanisation, d'imaginer que tous ces moments extrêmement importants pour comprendre ce qu'on a fait, quelle est l'infraction qu'on a commise et pourquoi on va être sanctionné, que tous ces moments se passent derrière un écran, parce qu'encore une fois, l'isolement, quand il est intellectuel et quand il est physique, ça veut dire qu'on coupe ces gens de notre réalité, et notre réalité, c'est qu'un jour, il va falloir revenir dans la société. Et on ne sait pas, personne ne nous a parlé depuis le début de ce projet de réinsertion sociale et de la manière dont ces prisons sont censées les ramener à nous dans un meilleur état que dans un pire. Pour vous, la réinsertion, elle est impossible dans ce cadre-là, dans ces conditions de détention ? Vous voyez, elle est tellement impossible que même le mot n'a jamais été employé. On nous dit il faut absolument faire des exemples parce que je détourne un tout petit peu votre question pour parler de la sélection de ces hommes. Parce que là, vous dites il y en a 8, c'est vrai, il en reste 92 à choisir. Bon, nous, on sait déjà qui c'est parce que ils sont en ce moment à l'isolement où ils ont changé de statut au sein de la maison d'arrêt. Je suis désolé de vous couper, maître, mais justement, c'est un point fondamental. La chancellerie qui dément toute politique de mise à l'isolement des détenus qui pourraient rejoindre cette prison de Vendin-le-Viel. Ce que vous dites, c'est que c'est faux, ça ? Ah mais c'est absolument faux. Pourquoi est-ce que des hommes qui seraient détenus provisoirement, qui n'ont rien fait de plus que ce qu'ils avaient déjà présumément fait, se retrouvent d'un coup montés dans les quartiers d'isolement de leur maison d'arrêt ? On a des débats qui n'en étaient pas, parce que on a assisté tous, avocats de la défense en tout cas, à une espèce de mise en scène de ce que voulait Monsieur Darmanin. Et donc on faisait des débats qui ne voulaient rien dire pour nous dire, bah voyez, monsieur, il est détenu depuis 3 ans, il n'y a jamais eu de problème, il attend d'être jugé un jour, mais finalement, on pense qu'il est très dangereux et qu'il faut qu'il aille à l'isolement. S'ils étaient très dangereux, ces hommes, ils étaient à l'isolement depuis le premier jour de leur détention provisoire. Donc bien sûr qu'on les a déjà préparés à ça, parce que sinon, c'est des détenus ordinaires qui sont en prison pour trafic de stupéfiants et qui d'un coup vont être transférés vers des zones de non-droit, moi je les appelle comme ça. Il faut qu'il y ait un passage isolement. Alors, ça pour sera encadré. Oui. De la dangerosité. Ça sera encadré voilà. quand même. Oui, dans les faits, ça s'est passé comme ça. Ouais. Et dans les faits, vous verrez qu'on en reparle on en reparle le 31 juillet si vous le voulez. Ceux qui seront à Vendin sont aujourd'hui à l'isolement. Eh ben, on aura l'occasion d'en reparler, maître. Comment on fait dans ces cas-là, dites-nous, pour faire face, pour éviter, limiter les évasions meurtrières comme on a eu avec Mohamed Amra, ou alors éviter que les téléphones circulent comme ça autant en prison, avec certains qui n'hésitent pas, des détenus, à commanditer des assassinats depuis leur cellule? Alors, au sujet des évasions, alors on a tous été extrêmement marqués par ce qu'il s'est passé le jour de l'évasion d'Amra. Vous remarquerez que c'est un cas qui est assez isolé. D'ailleurs, l'évasion est une infraction isolée, l'évasion violente, parce que l'évasion, ça peut être aussi, je réintègre pas la maison d'arrêt dans le cadre d'une permission de sortir. Mais les évasions violentes, en fait, on n'en a pas connu tant que ça dans l'histoire. Ça ne peut pas en soi. Quand on a 2 morts de la pénitentiaire, vous comprenez que ça marche. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Émotionnellement, tous les Français, moi la première, on a été extrêmement choqués par ce qui s'est passé. Ce que je veux dire, c'est que si l'objectif final de tout ce qui est en train d'être réalisé, on est en train de parler de la perte par la violation, de la dignité humaine, de toute la perte de tous nos principes fondamentaux, on est en train de régresser en France sur le traitement de Français, parce que ça reste des Français, c'est pas des. On revient sur les QHS, les quartiers de haute sécurité, c'est votre sentiment, maître ? Ah on est en train de faire des dégâts qui seront irréparables. C'est terrible ce qu'on est en train de faire. Nous, on avait l'impression d'évoluer un tout petit peu, tout doucement, sur un traitement qui soit digne. Vous savez, ne serait-ce que l'accès aux soins, c'est quelque chose qui pose problème en France. Un homme détenu qui est malade, il a énormément de chances de mourir. Donc c'est sur ça qu'on était en train de travailler. Puis d'un coup, on nous dit attendez, on va tous les transférer, et puis on verra bien ce qu'on fera d'eux. Je réponds à votre question de
des téléphones portables, il y avait une solution qui avait d'ailleurs été proposée par un autre garde des Sceaux, c'est les brouilleurs. Les brouilleurs, on ramenait des cartons avec des brouilleurs, on les mettait dans les maisons d'arrêt, c'était fini, on n'en parlait plus. Et c'est très très efficace, les maisons d'arrêt dans lesquelles il y en a, il n'y a plus de téléphone portable. Sauf que quand on a des habitations autour, c'est plus compliqué à vivre pour les riverains, dans ces cas-là. Enfin bref. Enfin, le brouilleur, il fait pas 10 km à la ronde. Je sais qu'à Marseille, en tout cas, certains s'en plaignaient. Vos clients, maître, dans quel état sont-ils? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils ont peur? Bien sûr qu'ils ont peur, évidemment qu'ils ont peur. Puis de pas savoir où on va, vous voyez, ça arrive très peu de fois dans la vie en fait. De savoir où on est aujourd'hui, qu'on va venir nous chercher dans un camion, il y aura certainement des caméras et puis des hommes très armés pour les accompagner là-bas, mais ils savent pas ce que c'est, ils savent pas à quoi ça ressemble et puis ils savent pas pourquoi surtout. Et ça, c'est la grande erreur qui est en train d'être commise, c'est que pour qu'on comprenne la sanction, il faut qu'elle soit expliquée. Là, c'est une sanction dans la sanction et ils n'ont rien fait de plus pour mériter ça. Et expliquer sans doute le critère de sélection, voilà. Ouais. Bah oui, sauf qu'il n'y en a pas. Ouais. C'est bien le problème, il n'y en a pas. Maître Menia Arab Tigrine, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Avocate au barreau de Paris en charge de plusieurs dossiers de stupéfiants. Et on aura l'occasion donc de se rappeler fin juillet, pourquoi pas, pour faire le point. Ce sera avec plaisir en tout cas.